Alors nous y voilà pour cet épisode, ce nouvel épisode de La Martingale avec Charles Gave. Bonjour Charles, ça va? Bonjour. Bon alors vous êtes venu de pas très loin, c'est bien ça. On était en train de débattre sur les différents deux roues. Et vous avez votre Martingale qui est quand même le deux roues à toit et à ceinture de sécurité, quoi. Voilà, c'est le vieux des BMW C1 qui a cessé d'être produit il y a 20 ans et qui est une merveille. Et alors est-ce qu'il se revend plus cher le BMW C1 Je ne désormais? sais pas du tout, mais en tout cas, il y a des commerçants spécialisés qui sont mis au boulot et qui ne travaillent qu'avec le BMW C1. Donc Mais vous n'avez pas dû en racheter un récemment à plus cher que le prix du neuf? Non, mais je sais qu'ils se vendent assez cher, Ouais. mais ça remonte à 20 ans, donc ils ont cessé de produire 20 ans, je l'ai acheté à peu près il y a 20 ans, oui, 20 ans, 21 ans. D'accord. Ça marche très bien. C'est la seule façon d'être à l'heure à Paris. C'est pas une martingale. Ouais, moi j'ai quitté le deux roues motorisé pour passer au deux roues motorisé électrique, on va dire, Oui. au vélo deux roues. Ça marche bien, c'est compétitif quand même parce que l'usage des voies pour vélo par moment à certains endroits fonctionne bien. Mais moi j'en ai un, je sers de mon vélo électrique en été. En été, ouais. En hiver, le vélo c'est dur. Puis on n'est pas abrité comme dans le C1, en effet. Mais on n'est pas venu pour parler de scooter et de deux roues sur lequel on n'est pas spécialiste, ni vous ni moi. Mais on va plutôt parler d'investissement et d'investissement personnel, de patrimoine. Je crois que c'est quelque chose que vous connaissez bien. Avant tout ça, pour essayer de comprendre pourquoi et comment vous êtes légitime dans cet univers, quand on lit un peu sur vous, Charles, on voit que vous êtes souvent perçu comme, je sais pas, on va lire ultra-libéral, par exemple, ou eurosceptique même. Oui, tout à fait, je l'ai été dès le début, puisque j'avais publié un livre qui s'appelait Des lions menés par des ânes en 2002-2003, où j'ai expliqué que l'euro allait tuer l'Europe que j'aimais. Donc, D'accord. Mais alors, ce que je trouve intéressant dans tout ça, c'est on est sur presque des éléments de réflexion et intellectuels que les Américains appelleraient contrariants, c'est-à-dire plutôt à contre-courant, souvent. Pas contrariant, si vous voulez. C'est que, au fond de tout, il y a est-ce que la liberté est première? À partir du moment où la liberté est première, on se retrouve dans des sociétés où chacun peut faire ses expériences, se casser la gueule tranquillement, remonter, recommencer, etc. Mais si vous avez des endroits où vous êtes contraint, vous êtes automatiquement limité. Ce que j'essaie de dire, c'est quand je suis parti pour Londres en 81, j'ai découvert à stupéfaction qu'en Angleterre, à l'époque, tout ce qui n'était pas interdit était autorisé. Alors que j'ai quitté un pays où tout ce qui n'était pas autorisé était interdit. Donc si vous êtes dans la finance et que vous avez des idées originales, vous ne faites pas carrière en France. Ça sert à rien, quoi. Et à la fois, depuis 81, vous faites référence à l'élection de François Mitterrand, sur lequel un certain nombre de libéraux sont partis. Bernard Arnault est parti s'installer en Floride. Oui. Et depuis, il y a eu quand même beaucoup de mouvements, y compris dans ces pays, y compris en Angleterre d'ailleurs, qu'on fait des allers-retours. L'Angleterre a commencé à aller mal avec les travaillistes quand ils sont venus au pouvoir. Là, c'était. Mais déjà, Tony Blair, c'était. Oui. Tony Blair, oui. Mais avant ça, déjà, les conservateurs avaient commencé à trahir. La base de notre civilisation, qu'on le veuille ou non, c'est ce que je dis souvent aux gens, c'est le christianisme, bien sûr. Et quand vous lisez les évangiles, il y a deux choses qui ressortent de façon extraordinaire. La première, c'est que Dieu ne sait compter jusqu'à 1. Il n'en a rien à foutre des syndicats, il n'en a rien à foutre. La gauche ou la droite, quand vous serez jugé, vous n'irez pas la gauche au paradis et la droite en enfer. C'est pas. Mais d'ailleurs, ni le portefeuille, il s'en fout aussi. Il s'en fout complètement. Oui. Et la deuxième chose, c'est que dans les évangiles, tous ceux qui prennent des risques, et qui se cassent la gueule, le fils prodigue, la femme adultère, etc., sont toujours pardonnés. Et ceux qui prennent aucun risque, leur entier, ils vont toujours en enfer. Donc, si vous voulez, ces deux choses, la primauté de l'individu sur le groupe, il a le droit de dire non. Et la prise de risque, c'est les deux choses qui caractérisent notre civilisation. Huntington, dans son livre sur la guerre des civilisations, là, qui est sorti en 98 ou 97, disait quelque chose de très intéressant, c'est que vous avez plusieurs grandes civilisations dans le monde et que toutes n'ont qu'un objectif, c'est la survie du groupe. Oui. Et nous, c'est pas du tout la survie du groupe, c'est le salut individuel. Et ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on est si profondément créateur et si profondément différent des autres. On n'a rien à voir avec les autres civilisations. C'est une civilisation, et c'est la première civilisation qui soit à la fois complètement humaine et complètement, comment dirais-je, globale. Global.
C'est ça, quand vous parlez de civilisation, vous parlez de la civilisation, enfin de la planète actuellement. Actuelle, mais il y a cette civilisation, les Confuciens ne pensent pas du tout. Ils pensent bien aussi, mais ça n'a rien à voir. Alors, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je commence là-dessus, j'ai pas envie de faire un épisode ni sur la politique, ni sur la religion. On revient bien sur la finance, mais ce qui m'intéresse là-dessus, quand vous avez, vous, des sillons comme ça que vous allez suivre ou écouter, ou on va dire creuser, comment on se positionne quand on est dans ce système, parce que vous êtes dans ce système, vous êtes dans la finance, dans l'économie depuis bien longtemps, et qu'il se passe en fait des aléas ou des élections ou des choses qui vont pas dans le sens. Si par exemple vous êtes alors vous êtes parti de France quand François Mitterrand a été élu, mais par exemple vous êtes eurosceptique, et comment on se positionne vis-à-vis de l'euro? Du coup, on doit toujours miser contre ce qui se passe pas, ou par moment on doit du coup miser contre ses propres intérêts, ou pardon, ses propres convictions, en se disant bon bah c'est comme ça que ça se passe. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est que la finance, j'ai eu de la chance d'ailleurs, parce qu'avec je suis tombé dans le seul métier dans lequel ma façon de penser avait une chance de réussir. C'est qu'en finance, la majorité n'a jamais raison. C'est toujours le type qui pense en dehors qui va finir par avoir raison souvent. Pardon, mais alors, moi, ça m'interpelle, je vous coupe, mais évidemment, le contrariant, là, on revient sur le type qui pense en dehors, mais la majorité, si on est dans la majorité qui investit, par exemple, depuis l'effet moutonnier sur Tesla depuis quelques années, il fait partie de la majorité, il a fonctionné. Il a fonctionné pour Tesla parce qu'il y avait un type qui était absolument génial à la tête, et rien ne prouve qu'ils aient eu tort. Puisque ce que vous êtes en train de dire, c'est que le cours de Tesla n'a pas de justification. Mais je viens de voir il y a 2 jours, Tesla a sorti la première maison complètement individualisée, complètement écolo, etc., à 8 000 $ la maison. Complètement, vous pouvez la poser n'importe où et elle commence à marcher tout de suite. D'accord. Donc vous pensez que Tesla est une marque de voiture? C'est pas du tout une marque de voiture, c'est une marque globale. Ouais. Non, c'est une marque d'intelligence artificielle. D'accord. C'est une marque extraordinairement intéressante. Donc moi j'en ai pas, mais je trouve Musk tout à fait étonnant. D'accord, pardon. Donc je reviens, mais je vous coupais parce que je me dis que de temps en temps, l'individu peut se planter aussi dans la finance si on ne suit pas la masse, si on n'est pas en avance en tout cas. Bien sûr, il peut se planter, mais la finance, la plupart des gens pensent que la finance, c'est ce que vous semblez sous-entendre, c'est de savoir ce qui va monter. C'est pas du tout ça. La finance, c'est vous essayez désespérément de savoir quels sont les trucs qui vont se casser la gueule. Et si vous les évitez tous, et que vous diversifiez dans ce qui reste, vous gagnez de l'argent gros comme vous. Parce que, si vous voulez, c'est... donc la finance, c'est pas du tout d'avoir raison, c'est de ne pas avoir tort. Et la plupart des gens, par exemple, aujourd'hui, la quasi-totalité de l'épargne française est investie dans des obligations de l'État français qui ne valent rien, mais sur lesquelles vous avez des avantages fiscaux. Et le bourgeois de base ne résiste jamais à un avantage fiscal, même si ça va le ruiner à la fin, quoi. Donc la première des règles en finance, c'est que si on vous donne un avantage fiscal, vous ne l'achetez pas, puisque si c'était un bon investissement, il n'y aurait pas besoin d'avantage fiscal, quoi. Alors ça doit être quelque chose que j'ai au moins dans les tripes, parce que j'adore pas je fais pas beaucoup d'épisodes sur les avantages fiscaux et la défiscalisation, parce que il y a un truc qui intuitivement me dit que c'est pas la peine, ça. Or la quasi-totalité des conseillers en placement en France suivent des formations pour savoir comment optimiser au mieux fiscalement l'argent qui leur est confié, qui est complètement idiot, parce qu'il doit être optimisé en fonction de la rentabilité du capital investi et non pas en fonction des impôts que vous n'allez pas payer. C'est idiot. La fameuse pinellisation de la société. Oui. Alors ne pas miser sur ce qui va se casser la gueule. Oui. Qu'est-ce qu'on a comme exemple? Qu'est-ce qui s'est cassé la gueule et sur lequel, enfin, vous devez en avoir des milliers, mais dans les grands, alors après on va peut-être parler de l'avenir, mais si je prends les 10 dernières années, sur quoi fallait pas miser, que tout le monde a misé par exemple? Je sais pas, les obligations françaises, si vous voulez, si vous achetez des obligations françaises à 10 ans, depuis 3-4 ans, vous avez perdu à peu près 25 ou 30% en capital et probablement 50% en valeur d'achat. Alors qu'on nous vend ça comme quelque chose de très safe. Parce que, évidemment, les réglementations sont faites par l'État, et l'État va... Quand j'ai été chez ma banque, ils m'ont demandé, en France il y a quelques années, quel est votre profil de risque. Et donc j'ai regardé leurs critères, et le truc qui était le moins dangereux, c'était l'obligation d'État. Or, c'était le plus dangereux. Quand vous prenez sur un siècle ou deux,
Le nombre de gens qui ont perdu 100% de leur fric sur les obligations de l'État allemand, de l'État russe, de l'État français, etc., il y en a tant que vous voulez, quoi. Donc ça, par exemple, le sous-jacent de ce discours, c'est de dire que l'État, donc les obligations de l'État, on est bien d'accord, c'est quand moi je prête de l'argent à l'État, Oui. parce qu'il a besoin d'argent, et que l'État, de toute façon, à la fin, ne sera pas solvable. C'est un peu ce qu'on se dit. Il est insolvable dans un pays comme la Suisse, je ne me fais pas de soucis pour les obligations d'État, puisque c'est un pays démocratique, mais dans un pays où une classe quasiment criminelle a pris le pouvoir et pille la population, c'est pas une bonne idée de prendre leurs obligations. Mais il faut bien que vous compreniez que dans le domaine des placements, vous avez 2 sortes de placements, il n'y en a que 2, il n'y en a pas 36. Vous avez soit le contrat, c'est-à-dire je vous emprunte de l'argent, c'est un contrat, et de l'autre côté, c'est la pleine propriété. Et dans la pleine propriété, vous avez que les actions et l'or. En dehors de ça, il n'y a rien d'autre. Donc, il est dans un portefeuille normal, quand le pays est normalement géré, il y a une place pour les contrats. Mais dans un pays, prenez comme la Turquie, qui a foutu sa monnaie en l'air, qui a baissé de 95% depuis 5 ans, celui qui achetait des obligations turques et qui gardait du cash en monnaie turque, en lire, il a perdu 75%, 90% de son fric. Alors que s'il s'est mis en actions turques et en obligations turques, et en or tout bête, il est en hausse de 10 ou 15% sur la période. Donc il n'a rien perdu. Donc ce que je veux dire, c'est que la seule dans les périodes où la monnaie ne vaut plus rien, la seule chose qu'il faut avoir, c'est de l'or et des actions. Oui, parce que alors ma première réaction, c'est la pleine propriété. Vous avez dit ça tout à l'heure. Je me suis dit, mais quand même, l'immobilier. Mais l'immobilier, il est lié à la valeur de... L'immobilier, aujourd'hui en France, si vous voulez, il n'est pas à vous, l'immobilier. Il n'y a plus de droit de propriété en France, si vous voulez, puisque quand vous avez des squatteurs, là, oui. On ne les vire pas. Quand les gens ne payent pas leur loyer, vous ne pouvez pas les virer, etc. Donc vous êtes au Texas, votre immobilier. Si le type n'a pas payé son loyer le 3 du mois, le shérif arrive et les vire, quoi. Tandis qu'en France, vous en avez pour 50 procès, quoi. Alors sur l'immobilier commercial, c'est moins vrai, par exemple ? L'immobilier commercial, oui, c'est moins vrai, mais dans la société dans laquelle on rentre, où plus personne n'a besoin d'aller au bureau, l'immobilier commercial, ça paraît une drôle d'idée, hein. Ou même dans la société où on existe, si vous achetez des murs de boutique avec Amazon, vous allez voir que toutes les boutiques avenue Victor Hugo sont en train de fermer les unes après les autres. Alors c'est vrai que, bon, j'ai pas le rationnel derrière, mais quand on regarde en tout cas dans les grandes villes, les pieds de porte qui sont... à louer, il y en a vraiment beaucoup. Cependant, ce week-end, je courais une très longue course qui s'appelle l'Écotrail de Paris avec quelqu'un qui était dans l'immobilier. Il fait de l'immobilier de bureaux en petite, moyenne et grande couronne d'Île-de-France. Et il fait que de la location au poste. Et au poste de travail. Oui. Donc... et il a quand même, avec les effets de travail à distance, un taux de remplissage de plus de 90%. Oui, ça va, ça, il s'est adapté au monde, ça c'est pas une autre forme. Mais rien ne prouve qu'on ne va pas lui mettre une taxe spéciale sur son immobilier. S'il gagne trop d'argent, on va lui en enlever 90% par les impôts. L'embêtant avec l'immobilier, c'est que ça ne peut pas prendre de train pour Bruxelles. Hein. Donc là, tout ce que je lis entre les lignes, ou clairement dans le discours, là, c'est que, en gros, dès que ça fonctionne, on vous taxe. Que l'État finalement fait pas son travail, que les politiques finalement sont peut-être malhonnêtes, c'est ce que vous dites. Et donc, à un moment, quand moi je prends tout ça dans mon système, si j'intègre tout ça, j'ai plusieurs options. Je peux me pendre, c'est une option, mais bon, j'aime autant continuer à voir mes enfants, ils sont sympas. En plus, le matin, je passe des bons moments. Le soir aussi, d'ailleurs, avec la lecture. Je peux partir à l'étranger, où ça ? Non, on vit dans une civilisation qui est parfaitement intéressante. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune raison que vous ayez votre épargne à l'endroit où vous vivez. Pour la première fois dans l'histoire, vous pouvez avoir votre épargne en Indonésie et vivre à Paris, quoi. D'accord. Et donc, c'est ce qu'il faut faire ? C'est se dire, je vais aller plutôt investir dans des endroits qui me plaisent ou des endroits plus safe ? Il faut simplement que votre épargne soit là où elle est bien traitée. Pendant très longtemps, elle a été traitée comme il faut en France. Maintenant, elle ne l'est plus. On ne porte pas le jugement. On va trouver un endroit où ils seront contents de nous avoir, quoi. D'accord. Où est-ce qu'on est content d'avoir l'argent des Français ? Eh bien... Où est-ce que vous êtes content d'avoir l'argent des Français ? Au Caïman, ça non, je ne parle pas du tout d'impôt, là. Je parle, par exemple, j'ai vécu 10 ans à Hong Kong, 25 ans dans la City. Dans la City, le système était ainsi fait quand j'y étais que
vous étiez imposé sur l'argent que vous faisiez rentrer en Angleterre. Donc je faisais rentrer dans l'impôt vivre, et puis tout ce que je gagnais à l'étranger, ça ne les regardait pas. Donc, c'était un endroit qui était sympathique, parce que j'ai un business qui est international, donc j'ai des clients partout. Et quand j'étais à Hong Kong, c'était encore plus simple. C'était, je remplissais ma déclaration d'impôt. Vous avez ramené combien vous avez gagné à Hong Kong, sur Hong Kong cette année. Voilà, donc je disais, il me disait, donnez-nous 17%. Et puis c'était fini. J'avais ma déclaration d'impôt, c'était 2 lignes. Pas mal. Bah oui, ça veut dire que je garde 83% de ce que j'avais fait, ou même plus. Et à ce moment-là, je peux réinvestir comme un fou. Tandis qu'en France, quand je vois, il y a un de mes employés qui est là, qui est un type tout à fait remarquable, qui gagne, je crois, 50 000 € par an. Ce qui est bien. Il me coûte 90 000. C'est-à-dire que je paye 40 000 pour je sais pas qui. L'URSSAF, les transferts sociaux, toutes les charges patronales, charges patronales et tout ça. Donc déjà, il me coûtait 90 000, il en touche 50 000. Et puis ensuite, une fois qu'il touche ses 50 000, il paye lui, 15 000 d'impôts. Il lui reste 35 000. Et puis sur les 35 000, il paye 20% de TVA sur ce qu'il achète. Donc finalement, il reçoit à peu près 25% de ce qui vous a coûté. De ce qui m'a coûté. C'est pas une société qui peut marcher, quoi. C'est vrai. C'est vrai. La question, c'est quand la majeure partie des gens qui nous écoutent, ils y sont. Moi, j'essaie de comprendre dans quoi et comment j'investis. Parce que quelque part, finalement, sans rentrer dans la politique, mais même les Américains, c'est pas toujours mieux d'ailleurs, puisque peu importe ce que vous gagnez, à partir du moment où vous avez la nationalité, si jamais vous payez pas autant que vous devriez payer aux États-Unis, vous allez devoir payer le solde là-bas. C'est ça, donc. C'est ça. Ça, c'est la carte verte. Mais aux États-Unis, oui, mais il n'y a pas les. En principe, si vous touchez 100 000, il vous en reste 90 000, quoi. Il vous en reste pas 40 000, quoi. Alors, les impôts sur le revenu, en tout cas au Texas, pas au Texas, pardon, en Californie ou dans certains endroits. En Californie, c'est une république communiste. Ok. La Californie, ils sont tous cinglés. D'ailleurs, tout le monde se barre de la Californie. Ils vont dans le Texas, en effet, en Floride. Texas. Ok, donc comment je fais maintenant? Moi, je suis là à Paris, je suis quand même assez bien à Paris. J'ai décidé que j'allais pas me pendre, donc vivre. Et vos enfants. Et voilà, peut-être essayer en plus de leur léguer quelque chose un jour, sait-on jamais. Bon, alors là aussi, je vais être un peu imposé. Puis là, c'est encore au-delà des 25% dont on a parlé. Vous pouvez peut-être terminer votre vie en Italie où il n'y a pas d'impôt sur la fortune. D'accord. C'est pas un pays désagréable. Comment, une fois que j'ai pris conscience de tout ça, ou j'ai pris parti de tout ça, qu'est-ce que j'en fais? Si j'ai pas foi en l'avenir, sachant qu'en plus, moi, je pourrais rajouter des éléments anxiogènes à tout le monde, puisqu'on n'en a pas parlé, mais on peut se dire économiquement, avec les tensions internationales, l'intelligence artificielle, en fait, tout va être chamboulé. Donc j'ai peur, donc je suis stressé. Et donc vous allez faire des conneries. Et donc je vais faire des conneries. Alors si je veux éviter ces fameux endroits, ces fameuses... secteurs d'activité qui vont partir en position latérale de sécurité, en PLS, comme on dit aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour me protéger de tout ça? La première des choses, c'est que vous devez prendre une décision assez forte. C'est qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez devenir riche ou est-ce que vous voulez rester riche? C'est la première des choses. Parce que vous ne gérez pas votre argent du tout de la même façon. Si vous voulez devenir riche, vous devez prendre des risques, de la concentration. Okay. La meilleure façon de devenir riche, qu'on le veuille ou non, ça reste d'être entrepreneur. Vous mettez 100% de vos efforts dans une affaire que vous avez du capital, et si ça marche, vous ferez un carton. À peu de choses près, je pourrais dire, parce que je connais une ou deux exceptions, je le répète, mais ça, je suis 100% aligné, la seule manière de devenir riche, c'est d'être entrepreneur. Oui, pour une raison très simple, c'est que dans la vie, vous devez choisir ou avoir un patron, ou avoir des clients. Et si vous avez choisi un patron, c'est lui qui deviendra riche. Je suis complètement d'accord. On va dire la petite note, les pas de côté. Sauf si vous faites de la politique, bien. Ça, c'est autre chose. Non, ce que j'ai vu autour de moi dans les 20 dernières années, c'est deux grandes exceptions qui sont dans les salariés, on va dire. Tout ce qui est trader et qu'on gagnait autour de moi des gens qui gagnent des centaines de milliers, voire des millions d'euros de bonus. Ça arrive, ça existe. Ou le deuxième cas de figure, parce que ça, c'est encore plus courant autour de moi. Je connais pas de vieux traders. Je connais plein de jeunes traders. Non, oui, mais j'en connais de 50 ans, mais qui littéralement ont fait plusieurs années à plusieurs millions de bonus. Donc, ça permet de devenir riche quand même, je veux dire. Voilà. Mais eux, ils prennent des risques essentiels, parce que si jamais ils se trompent,
pendant quelque temps, leur banque les vire instantanément. Ça, oui, mais bon, après, ils ont du chômage, ils peuvent se reconvertir. Il y a moins de risques qu'un entrepreneur, je veux dire. L'autre cas, c'est un peu plus proche mais comme le trader, c'est aussi de la loterie, mais peut-être un peu comme l'entrepreneur, c'est ceux qui sont rentrés dans les scale-up, ce qu'on appelle les grosses boîtes américaines ou même certaines françaises, compris des bonus grâce à des stock options. Pour le coup, certains que je connais en millions ou dizaines de millions d'euros à la fin. Oui, mais ça, ils sont à la limite de l'entrepreneuriat, ça. C'est vrai, c'est un choix. Après, il y a pas ils ont toujours eu un salaire, quand même. Ils ont toujours eu un salaire, mais c'est à la limite de l'entrepreneuriat. Celui qui rentre dans une boîte comme ça. Et on peut se poser des questions tout à fait légitimes sur les stock options. Parce que les stock options, si vous voulez, normalement, ça vient en déduction du capital. Et donc, c'est quelque chose qui devrait aller aux propriétaires. Mais on a fait des systèmes, et en particulier dans tout ce qui est... les maisons qui font ce qu'on appelle du leverage buyout, c'est-à-dire qui empruntent pour acheter des sociétés. Et les bonus qu'ils touchent, c'est souvent la contrepartie, c'est des gens qui sont virés partout. Et donc, ça, c'est pas un métier que j'aimerais faire, ça. Si vous voulez être obligé de virer 50% d'une société. Pour la valoriser. Pour la valoriser mieux, en mettant de la dette. Et en touchant, avec cette dette, je rachète les actions, ce qui fait monter les actions. Et je touche un gros bonus. C'est ce que j'appelle d'une escroquerie, ça. D'accord. Le LBO, c'est pas un truc qui vous... le LBO, il n'y a aucune raison que ça existe. Et donc, on veut s'enrichir, donc entrepreneuriat. Entrepreneuriat. Si vous voulez vous enrichir, c'est l'entrepreneuriat. Ensuite, mettons que vous soyez un salarié et que vous vouliez vous bâtir une épargne pour que vous passiez au moins une fin de vie tranquille. Et ça, il y a des techniques pour le faire qui vous permettent de capitaliser à 4 ou 5% réel par an. Ce qui vous permet, si vous capitalisez, mettons à 6%, allez, ça vous doublez votre argent en termes réels tous les 12 ans. C'est-à-dire en une carrière qui dure 36 ans, vous allez multiplier 2, 4, 8. Et faire 8 fois votre mise, ce qui vous permettra de prendre une retraite tranquille. Et c'est là-dessus que j'ai quelque chose à dire sur l'entrepreneuriat. Ça, c'est une affaire de volonté, d'opportunité, de chance. J'ai un autre podcast qui s'appelle Génération Do It Yourself que je vous invite à écouter sur l'entrepreneuriat, j'en ai fait beaucoup. Sur le 6%, 4-6%, vous dites on peut doubler... combien vous avez dit sur 30 ans? C'est la règle des 72. Vous divisez 72 par 6, ça vous fait 12, ça veut dire que vous doublez votre capital en 12 ans. Tous les 12 ans, à 6%. À 4, 72 divisé par 4, ça doit faire 18. Et donc à ce moment-là, vous doublez tous les 18. Et alors, quand on double... Mais en termes réels. En termes réels, ça veut dire quoi? L'inflation. Ah, voilà, j'allais venir sur l'inflation. Comme votre salaire va monter de 2% par an, vous ferez beaucoup mieux que votre salaire. Ok, parce qu'en effet, j'allais venir sur l'inflation. Est-ce que 4%, ça suffit à dépasser 4%, l'inflation? 4%, ça suffit pas si c'est en termes nominal. À ce moment-là, vous êtes cuit, quoi. Oui, c'est ça. Vous gagnez rien. Oui, c'est ce que je me disais. Là, j'étais en train de me dire 4%, c'est bien, mais bon... Non, mais 4% en termes réels, c'est bien, parce que c'est 2 fois mieux que la croissance économique, ou c'est même, on peut dire, infiniment mieux que la croissance économique française, qui est de 0. D'accord. Et donc, alors, super, moi, je vais faire 4% par an, j'ai décrété ça. Ou 6, même mieux. Pourquoi pas 8 8, c'est difficile. 6, c'est faisable. 6, c'est faisable. Mais si c'est faisable... je veux dire, toutes les performances passées ne présagent pas des performances à venir. Comment c'est faisable? Je veux dire, est-ce qu'il y a des... Moi, le titre de ce podcast, c'est la martingale. Est-ce qu'il y a des martingales? Oui, il y en a une, tout à fait, qui est tout à fait remarquable, qui a été trouvée par un Américain qui s'appelle Brown, qui était un type assez étonnant, qui est mort au début des années 90, je crois, qui avait été 2 fois candidat libertarien aux États-Unis, qui était un financier, un homme politique, un économiste. Alors, il dit quelque chose d'assez rigolo, c'est que, dans le fond, vous avez le choix entre 4 actifs. Vous avez les actions. Bon, les actions, ça vous donne du 7 ou 8% réel sur le long terme. Mais sur 40 ou 50 ans, vous allez avoir au moins 3 ou 4 baisses de 50%. Donc, si vous devez prendre votre retraite après une baisse de 50%, c'est pas gai. Donc ça marche bien, mais il y a un risque et une volatilité très forte. Vous avez le deuxième actif, c'est l'or, qui garde la valeur, mais qui n'ajoute pas. Donc, il monte à peu près de 3 ou 4% par an en termes réels, ce qui est très bien. Vous avez le cash du pays dans lequel vous vivez, qui vous donne à peu près, si tout va bien, du 1% par an. Et vous avez les obligations de l'État, qui, dans un pays normal, vous donne du 2 ou entre 2 et 3. Et alors, ce qu'il a montré de façon statistique qui est remarquable, c'est que si vous bâtissez un portefeuille qui est un quart en actions, un quart en or, un quart en obligations et un quart en cash,
et que vous rebalancez à un quart, une fois tous les 3 mois, une fois 6 mois, une fois tous les ans, quoi, vous faites 4 ou 5% réel et vous avez un portefeuille qui a quasiment aucune volatilité. Parce que le système est ainsi fait que si vous bâtissez un portefeuille comme ça, ce qui baisse sera compensé par quelque chose qui monte. C'est-à-dire, si les obligations se pètent la gueule, ça arrive, à ce moment-là, c'est l'or qui montera. Si l'or se pète la gueule, ça veut dire que les obligations vont monter. Et si le marché des actions se pète la gueule, le cash, il reste à sa valeur, et quand ils sont bien pétés la gueule, comme vous rebalancez, vous allez acheter beaucoup plus d'actions et vous allez vous en sortir. Donc ça vous donne un portefeuille qui a une volatilité très faible et qui vous fait des 4% par an. J'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle « Cessez de vous faire avoir », qui est chez Pierre de Taillac, éditeur, et que vous trouvez partout, qui vient de ceux que j'ai sortis il y a 4 ou 5 mois, qui s'est vendu déjà à 35 000 exemplaires, donc je pense que c'est bien. C'est ce qu'on me dit en tout cas. Et donc il y a des façons de gérer son épargne parfaitement tranquille, parfaitement rationnel. Vous vous donnez des ordres une fois tous les 3 mois, ou tous les 6 mois, selon ce que vous décidez, et qui vous permettent de conserver votre épargne. Et c'était pas possible il y a 20 ans, parce que les systèmes informatiques ne vous le permettent pas, mais aujourd'hui, vous allez sur n'importe quelle plateforme, eToro, Swissquote, et vous faites ça sans aucun problème. Et, si vous le choisissez, par exemple, vous pouvez décider de vous faire ce portefeuille brand, si vous voulez, en Suisse, en valeur suisse. Donc vous ferez du 4% en franc suisse. Ok. C'est bien. Pas mal, si on croit en la Suisse, c'est pas mal. Le franc suisse, il a quasiment doublé depuis le début de l'euro. Donc vous avez fait du 8% par an si vous avez choisi ça en tant que Français, et rien ne vous empêche de le faire. Donc ça voudrait dire, par exemple, vous pouvez parler sur eToro. Alors je sais pas si je peux acheter en franc suisse sur eToro, mais en tout cas... Oui, mais vous pouvez avoir un compte. Sur Swissquote, vous pouvez le faire. Okay. Donc j'achète mes actions, en revanche ça change rien, je vais pas acheter des actions suisses, là l'idée c'est plus de dire... Vous achetez des actions suisses. Je peux acheter aussi du MSCI World, donc des actions monde. MSCI World, oui, mais ça, à ce moment-là, le monde ça marche pas, il faut que vous le fassiez par pays, parce que la balance du portefeuille se passe entre les pays actifs par pays. Donc on va, si donc on est sur la France, on fait CAC 40, or, euro et obligations du CAC 40. Et obligations de l'État français. De l'État français. Ok, donc on parle d'un vase communicant finalement, ce que vous dites. Quand il y en a un qui gagne, il y a l'autre qui perd. Alors ce que vous voulez aller un peu plus loin, c'est comme je vous l'ai dit, quand les actions montent, l'or monte, les obligations se pètent la gueule. Donc à la place d'avoir 4 actifs, vous pouvez vous dire, vous pouvez faire moi ce que je faisais une petite règle de décision toute simple. Si l'or fait mieux que les obligations depuis 7 ans, je sors des obligations et je mets en or. Ça fait que j'ai eu 3 ou 4 changements depuis 50 ans. Quoi. Donc c'est un truc qui est très lent. Mais à ce moment-là, si vous éliminez l'actif qui perd, vous savez qu'il allait perdre, qu'il va perdre, et que vous mettez 3, à ce moment-là, vous faites 5,5 ou 6% par an. Le problème, c'est qu'il y a un moment où les obligations, elles remontent finalement, non ? Parce que sinon, on pourrait le couper les 4 et puis alors je coupe. Si elle remonte, l'or va se mettre à faire moins bien. Donc à partir du moment où l'or d'un certain temps aura fait moins bien que les obligations, vous vendrez votre or et vous acheterez des obligations. La problématique, c'est que si on compense pas tout le temps, il faut quand même être plus concentré sur le principe, parce que du coup, on risque de louper la remontée des obligations. Si vous faites une règle de décision à 7 ans, ça bouge pas tellement. Mais par contre, vous attrapez toutes les grandes hausses et toutes les grandes baisses. Ok. Et alors, si bêtement, mais moi je vois un vase communicant, donc quand je vois un vase communicant, je me dis il y a 100 litres. Non, comment ils viennent d'où les 4 litres ou les 5 litres de plus tous les ans ? Il y a un truc très important, c'est que la seule façon d'avoir votre pouvoir d'achat qui monte, c'est d'avoir des actions. Et ce qu'il y a de bien, c'est comme vous rebalancez un quart, imaginez qu'on soit dans une de ces périodes où les actions ont perdu 50%, donc vous allez automatiquement vendre les 3 autres postes, les taux n'ont pas bougé, et donc vous vous retrouverez avec beaucoup plus d'actions. Et puis quand elles redémarreront, parce qu'elles redémarrent toujours, à ce moment-là, vous ferez un carton. C'est-à-dire que quand les actions montent beaucoup, vous vous retrouvez avec plus de cash, d'obligations et d'or, et donc quand elles se pètent la gueule, ça fait moins mal. Puis quand elles se sont pétées la gueule, ça passe dans l'autre sens. Super. Donc c'est 4%, parce que les actions en général, elles font du 7 ou 8% par an, à elles. Et donc c'est une façon de... Comme vous êtes sans arrêt 25% d'actions, et que vous achetez plus quand elles baissent, automatiquement, ça vous rajoute les 4%. Alors le delta là-dessus, il se fait aussi pas mal sur vous disiez tout à l'heure, soit par trimestre, soit par semestre, soit par an. Vous rebalancez quand vous voulez. La fréquence des rebalancements, vous pouvez le faire tous les jours, on peut le faire aujourd'hui, mais ça finit par faire des coûts. En plus, si vous voulez, sur toutes ces plateformes, les transactions les coûts sont très faibles. Mais donc finalement, si on le fait selon les années, mais si on le fait plutôt en trimestre ou en année,
Ça peut changer beaucoup le delta, je veux dire, non? Oui, bon, un petit peu, mais pas des masses. Quand vous testez pour savoir s'il faut le faire une fois par an, une fois tous les 3 mois, une fois tous les 6 mois, etc., vous trouvez rien de bien net. Vous l'avez modélisé, je veux dire, vous avez suivi ça aujourd'hui, on voit des courbes, c'est très clair. C'est clair, pas parfaitement. Le petit livre que je viens de faire les montre. Ok. Cessez de vous faire avoir, je mettrai le lien évidemment dans le descriptif de l'épisode. C'est parfait parce que vous pouvez, soit mettons vous ayez fait un héritage et que vous ayez une grosse somme, vous pouvez l'investir comme ça marchera. Mais imaginez que vous mettiez, je sais pas, quelques centaines ou quelques milliers d'euros dans tous les mois ou tous les trimestres, j'en sais rien. À ce moment-là, vous pouvez tout à fait, comme vous remettez tout à 25%. Ça veut dire que vous achetez par définition celui qui a baissé et que vous en mettez moins dans celui qui est monté. Moi, ce qui peut me chafouiner un peu là-dedans, Charles, c'est que par rapport à ce qu'on a dit depuis le début de l'épisode, finalement, les obligations d'État pour vous, elles ne valent pas un copec. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui j'en ai zéro. Ouais. C'est pour ça que je suis passé en or. Mais donc, ça fait 3 ans que je dis à 4 ans que je dis à tous mes clients zéro obligation, 33% en or. Quoi. Et le cash, vous êtes quand même assez eurosceptique et semble-t-il plutôt vers la Suisse ou vers d'autres. Donc si finalement, vous n'avez aucune confiance ni dans les obligations françaises ni dans le cash français, vous faites un portefeuille, on appelle ça un portefeuille permanent, en francs suisses. En francs suisses. Ou si vous le voulez en Chine. Donc on envoie son argent. On peut faire 50-50, se dire finalement je fais une moitié en Chine ou en Suisse et une moitié en France. Oui, vous pouvez faire ça aussi, vous en avez deux, mais à ce moment-là, vous avez 2 portefeuilles à gérer, ce qui vous donne plus de travail. Ce qu'on doit pouvoir, c'est les automatiser d'une manière ou d'une autre. Ah bien sûr. Et il y a même des sociétés comme eToro, si vous voulez, qui vous les automatisent automatiquement. Quoi. Je précise que eToro est un de mes partenaires, mais que je n'ai pas payé Charles Gave pour parler d'eToro. Je ne savais pas qu'eToro était un votre partenaire, mais je sais quand, par exemple... Il nous avait dit eToro, parce qu'on a parlé avec eux, il nous avait dit, si vous voulez établir un portefeuille type, on peut passer des accords pour que ceux qui se branchent sur vous, on fasse automatiquement la même chose que vous. Ça s'appelle les copy traders. Les copy traders. Mais ça, on n'a pas le droit en France. Parce que, en tout cas, moi, ça veut dire que je serai un gérant. Oui. Pour l'instant, je n'ai pas le statut de gérant en France, j'ai un statut de conseiller. À un moment, en fait, comme je suis un peu visible et que j'ai commencé à avoir pas mal de followers, en effet, je leur disais, écoutez, j'ai fait des belles perfs ces dernières années, mais ne me suivez pas parce que je suis surtout pas, j'ai pas envie de... Vous pouvez améliorer aussi la partie action sans trop de difficulté, par exemple. Regardez la France est ruinée, hein. Bon, on le sait tous. Donc les actions françaises, pourquoi en avoir, mon Dieu? Mais c'est faux. Parce que la France est ruinée, on peut dire que l'État est ruiné, mais il y a des entreprises qui valent quelque chose en France. Il y a des entreprises qui sont magnifiques. LVMH, oui. LVMH, mais est-ce que vous pouvez par exemple, tout le monde me casse les pieds avec qu'il faut réindustrialiser la France. Bon. Je dis, mais attendez une seconde, on va essayer d'analyser ça. Vous prenez l'indice MSCI. MSCI, c'est donc le world, le monde. Non, MSCI, c'est des valeurs industrielles en Europe. D'accord, ok. Un très spécialisé. Oui, ils prennent en compte dans l'indice que les valeurs industrielles en Europe. Donc c'est MSCI Europe Europe industrielle. Ok. Un sous-indice d'un sous-indice. Hein. Ok. Mais qui est disponible, que vous pouvez acheter sur le marché comme vous voulez, il n'y a aucune difficulté. Les entreprises françaises, industrielles françaises, font 28% de l'indice MSCI World, Industrie. Oui. Combien font les valeurs allemandes? Aucune idée. J'aurais envie de dire naturellement plus, mais j'ai l'impression moins. Donc 21%. J'aurais dit 40% normalement, mais oui, ok. 21%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons en France des valeurs industrielles inimaginables, le grand Airbus, Schneider, Air Liquide, Total, Thales, qui sont des valeurs admirables. Et leur spécificité, c'est qu'elles ont leur siège en France, mais elles n'ont plus une usine en France. Donc, nous avons des valeurs industrielles en France qui investissent dans le monde entier. Et vous savez, et ce qui est très curieux, c'est qu'elles ont pris une décision stratégique de ne jamais investir en France, parce que la rentabilité du capital investi dans l'industrie est la moitié de ce qu'elle est partout ailleurs. Donc le problème de l'industrie en France, c'est pas qu'on n'a plus d'industrie. On a une industrie gigantesque, mais qui n'a plus d'usine en France, pour des raisons politiques. On est beaucoup plus industriel que les Allemands. Parce qu'eux, ils ont toute leur industrie en Allemagne, c'est corneau. Nous, imaginez que la France saute, Schneider va péter en hausse comme une folie, parce que c'est le peu de coûts qu'elle a en France vont être complètement diminués, mais par contre, ces usines partout ailleurs, ils vont continuer à fonctionner. Donc, vous pouvez vous bâtir un portefeuille d'actions pour la France. Je vais il y a 4-5 ans,
On m'avait demandé de faire un portefeuille type Mmh. dans l'Institut des Libertés. Et j'avais fait un portefeuille où il y avait 10 valeurs. Et la seule caractéristique de ces valeurs communes, c'était qu'il n'y avait pas une de ces valeurs qui avait un représentant de l'État à son conseil d'administration. Pas un. Mmh. Pas une. Et j'ai mis 300 points de base à l'indice, année après année, tranquille. Donc la France est ainsi faite que vous pouvez jouer le monde, vous n'avez pas besoin d'acheter l'indice mondial, vous achetez ces 10 valeurs, et vous avez le monde. Par des sociétés qui sont incroyablement bien gérées, parce que non seulement elles doivent se battre contre leurs concurrents, ce qu'elles font très bien, mais en plus, elles se battent contre l'État français. Donc elles sont dans une forme olympique. Là, on a cité quelques-unes. Vous pouvez m'en dire quelques-unes, ouais. Bon, vous avez Schneider, vous avez Air Liquide, vous avez Legrand, vous avez... Bon, tout ce qui est Thales, moi j'ai dit Thales, mais ça doit être fait en France. l'État. Non, ouais, c'est l'État. De l'État. Dassault, c'est l'État, qu'on le veuille ou non. Ok, Donc, c'est trop proche. Ouais, ok. Dès qu'il y a l'État là, qui apparaît dans le collimateur, dès que c'est du nucléaire, de la défense, vous de pouvez choses. acheter Danone. LVMH LVMH, parfait. Ouais. L'Oréal, parfait. Ok. Donc si je reviens un peu en Hermès. arrière, Hermès, bon, ils doivent pas faire construire pas mal en France. Enfin, ils doivent les manufactures sont en France. Oui, mais ils n'ont pas l'État à leur conseil d'administration. Ouais. Donc on a dit action hors cash obligation. Oui. Vous avez plutôt supprimé les obligations. Donc En ce moment, oui. En ce mais moment. Pas en Chine, par exemple. Ok. Si vous faites le même en Chine, ouais, en effet, c'est un peu plus de valeur. Parce que, par exemple, je ne sais pas si vous le savez, mais les obligations chinoises et l'or, depuis 10 ans, ont fait la même chose. Et les obligations chinoises, ça s'achète facilement sur toutes ces plateformes aussi. Ok. Vous trouvez des fonds. Ok. Des fonds, vous trouvez des... Oui, en effet, vous avez des ETF. Il y a des ETF sur à peu près tout aujourd'hui. Vous avez un ETF sur la valeur industrielle européenne. Hein. On cherche un ETF, donc... Obligations chinoises. Ouais, obligations chinoises. D'État. Intéressant. Je vais prêter de l'argent à l'État chinois. C'est quand même un gros trip en termes de philosophie. J'ai passé 10 ans à Hong Kong, je connais bien la Chine. On a un bureau à Pékin, à GAFCOM, là, qui est ma société. On a un bureau à Pékin où il y a 7 ou 8 personnes. On suit la Chine de très près. Il n'y a pas plus capitaliste que les Chinois. Oui, c'est drôle. Ils laissent les faillites avoir lieu. Il n'y a pas de canard boiteux. Ils donnent, je sais pas, 5 milliards de dollars pour faire des véhicules électriques. Oui, non, enfin, après, ils picoussent quand même, par exemple, les véhicules électriques, les panneaux solaires, etc. Ils mettent quand même beaucoup d'argent sur la table pour aider les entreprises. Au départ, mais ensuite, si vous voulez, ceux qui ne gagnent pas, ils disparaissent. Oui. Donc aujourd'hui, par exemple, les voitures électriques, la meilleure voiture électrique au monde, c'est BYD. Oui. Ils viennent de sortir une voiture électrique, ils ont fait un coup de génie. C'est qu'ils ont monté un coup, j'y avais pas pensé, mais c'est un peu comme les valises à roulettes. Le type qui a eu l'idée des roulettes, c'était quand même drôlement malin, quoi. C'est vrai. Donc eux, vous savez, ils connaissaient des hybrides, hein. Tout le monde a fait des hybrides avec un moteur à essence. Eux, ils ont fait un moteur à essence, mais qui est un générateur, qui fait de l'électricité, qui recharge la batterie au fur et à mesure que vous roulez, quoi. Dès qu'il y a plus assez de batterie, hop. Et donc vous avez, sur la BYD qui vient de sortir, vous avez une autonomie qui est à peu près de 1300 km. Ok. C'est parce que c'est un peu Toyota avec ces hybrides. Ils ont des hybrides. Eux, ils ont des batteries et un moteur à essence. Okay. Là, ils ont le moteur à essence, ils rechargent les batteries en temps réel. Et donc, ils n'ont pas besoin d'autant d'électricité, ça bouffe rien, ça fait 1,5 litre au 100 km, un truc comme ça. Incroyable. Donc, d'ailleurs, on les interdit de vente en France parce que plus personne n'achèterait rien d'autre. C'est l'idée du protectionnisme intelligent, ça, oui. Donc les actions, là, tout ce que vous dites sur ces 4 piliers, les actions, soit on fait un peu de choix, mais sinon le mieux c'est quand même de rester sur un CAC 40, quoi. Sur un CAC 40, si vous n'y connaissez rien dans un marché, on prend les 40 plus grosses valeurs. ETF, ouais. Et puis voilà, puis c'est tout, quoi. L'or, c'est le même partout, hein, il y a un courant mondial. Partout, mais vous pouvez l'acheter de l'or papier avec des ETF qui sont par exemple cotés à Francfort. Ok. Vous avez simplement, vous achetez, et puis c'est audité tous les jours pour être sûr qu'ils n'émettent pas plus de papier qu'ils n'ont d'or dans les caves, quoi. Ok. Oui, c'est un peu pareil que sur les cryptos où en fait il y a les USDC où il y en a qui ont des contreparties en dollars et il y en a qui ne les ont pas, quoi. Voilà. Ok. Cash 1% obligation. Alors en parlant de crypto, notre ami qui a écrit tout ça au début des années 90, c'est quand même un autre monde économique, financier. Enfin, je veux dire, il s'est passé des choses. On parle de 90, 2000, 2030, 35 ans. Il faut réfléchir à la notion de monnaie, si vous voulez. Bon, la monnaie, ça a 3 fonctions. Si vous voulez, c'est une unité de valeur. C'est un outil de transaction. C'est-à-dire que
On se paye, on s'achète des trucs avec la monnaie, et c'est une réserve de valeur. C'est les 3 fonctions de la monnaie. Et ce qui se passe, c'est que dans le monde développé, les États-Unis, l'Angleterre, la France, etc., les pouvoirs, à partir de la grande crise financière, 2008-2009, ont décidé que leur monnaie ne serait plus des réserves de valeur. Que c'est donc pas la peine d'acheter des obligations, puisque vous savez très bien qu'elles ne seront pas remboursées, ou que votre monnaie va tomber à zéro, parce qu'il y aura l'inflation qui va arriver. Donc bref, vous n'en avez pas besoin. Donc le Bitcoin, qui est à peu près la seule des crypto-monnaies qui m'intéresse, c'est une tentative par le secteur privé de recréer une réserve de valeur indépendante de tout État. En principe, une monnaie avait de la valeur dans le temps, soit parce qu'elle était soutenue par un État, c'est-à-dire que vous mettez en prison si vous ne l'acceptez pas, quoi, c'est le cours forcé. La deuxième chose, c'est soit parce qu'elle était soutenue par de l'or. C'est les talons or. Les talons or. Et là, le Bitcoin, ils ont bâti un système où les choses ont de la valeur, parce que tout le monde sait qu'il y a une nombre limitée de Bitcoin qui sera produit, puis qu'ensuite ça s'arrêtera. Et donc, c'est une tentative de créer une monnaie réserve de valeur qui soit indépendante et des États et de l'or. Ce qui est rigolo, parce que c'est la première fois qu'on essaie ça dans l'histoire. Et c'est possible grâce à la nouvelle technologie. Avant, ce n'était pas possible. Et donc, vous vous retrouvez dans un monde où le secteur privé a pris sur lui, puisque les gouvernements étaient en train de foutre en l'air la réserve de valeur officielle, de créer une réserve de valeur. C'est très bien. Mais alors, est-ce qu'il ne faudrait pas se rajouter un 5e pilier, se dire finalement... Non, parce que c'est un peu leur fonction que joue l'or. C'est la même fonction que l'or. On pourrait éventuellement remplacer l'or par le Bitcoin. On peut remplacer, mais il a une volatilité telle aujourd'hui que à ce moment-là, ça fait beaucoup plus bouger votre portefeuille. Mais ce que vous pouvez faire, c'est, mettons, si vous avez 25% en or, allez, vous pouvez mettre, je sais pas, 5% en Bitcoin et 20% en or. Ils remplissent la même fonction. C'est marrant parce que je pense que la plus jeune génération, dont je fais de moins en moins partie, a plutôt remplacé en effet l'or. J'ai jamais eu trop d'or en fait. J'ai eu un peu d'or papier, j'ai jamais acheté de lingots. Mais finalement, le Bitcoin est quand même un peu plus... Alors, c'est pas faux, mais le Bitcoin, le problème, c'est que comme il capture une partie des recettes de l'État avec... l'État perd le droit de seigneuriage, si vous voulez, quand il fait du papier et tout. Il fait un billet de banque qui lui coûte 5 centimes et il vous le vend, il est à 50 €. Donc ça s'appelle le droit de seigneuriage, la différence. Ça fait des profits pour la Banque centrale. Quoi. Eh bien, là, ça a été capturé par le Bitcoin. Donc, je suis bien tranquille que si le Bitcoin continue à se développer, un de ces 4, les gouvernements vont essayer de se les payer. Ça va être de plus en plus difficile. Parce qu'en effet, en revanche, c'est sûr que là-dessus, le calcul, il s'est fait assez vite. C'est-à-dire que si on prend les durées que vous expliquez depuis tout à l'heure, bon, alors là, c'est trop jeune. Pour l'instant, le Bitcoin monte au fur et à mesure qu'il est de plus en plus accepté. Mais quand il sera accepté par tout le monde, il ne montera plus. Il suivra l'or. C'est-à-dire, pour l'instant, il est en train de rattraper l'or qui est généralement accepté partout. Mais une fois qu'il sera généralement accepté partout, il deviendra simplement un outil de réserve de valeur qui aura la même performance que l'or. Quoi. Ok. Bon, alors moi je rajouterais, si je me faisais mon petit portefeuille, en effet, un peu d'action, peut-être un peu bien senti, parce que moi j'ai un peu peur, j'irais peut-être... Moi ce qui me fait peur pour revenir sur les actions et ne pas être sur ce qui va perdre, c'est quand même d'être bien capable d'analyser sur l'IA. Vous êtes à fond là-dessus ou pas? Ou qu'est-ce qui va se passer? L'IA, si vous voulez, je dis toujours aux gens, l'intelligence artificielle, c'est pas un danger. Le danger, c'est la connerie naturelle, ça n'a rien à voir. C'est la connerie des gens qui nous gouvernent, etc. Donc, l'IA, c'est une façon rapide d'avoir accès à une mémoire infinie. Mais une mémoire infinie, par définition, elle ne va jamais rien inventer de nouveau. Je pense qu'on pourrait débattre de ça un peu, parce que... Mais non, mettez l'IA dans les marchés financiers, ils vont tout perdre. L'IA, aujourd'hui, est capable d'inventer, par exemple, ou de comprendre et de créer des formules de vaccins. Plus vite. Bien sûr, parce que ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait des calculs beaucoup plus vite sur les différentes choses. Mais l'idée du vaccin, elle est arrivée avec Pasteur. Tout à fait, mais ce que je veux dire, c'est que... L'idée, c'était Pasteur, c'était pas l'IA. Mais on peut se dire que si jamais... Ça va faire avancer, par exemple, pour les avocats, ça va être un drame. Voilà, donc il y a des secteurs entiers, peut-être, du conseil, je sais pas moi, est-ce qu'un Capgemini ou un, je sais pas si McKinsey est coté, mais est-ce que des boîtes comme ça risquent de se faire fortement secouer, ou elles vont savoir s'adapter? C'est le pari qu'on doit faire. Ça, j'en sais rien, mais vous êtes dans ce qu'on appelle la création destructrice. C'est-à-dire que par définition, le capitalisme, les gens qui ont une nouvelle invention, ceux qui en souffrent, ils disparaissent. Les gars qui faisaient des diligences en 1850...
Si, en fait, c'est idiot ce que je dis, parce que c'est Peugeot et Michelin qui ont changé, qui faisaient des diligences à l'époque et qui sont mis à faire autre chose. La Poste, contre toute attente, a réussi à se transformer en envoyant des colis et en faisant des colis individuels aussi, des choses comme ça. Finalement, mais par contre, les postes ferment partout. C'est vrai. Essayez d'avoir une poste dans un petit village du côté de Clermont-Ferrand et puis on parlerait. Elle va être remplacée par le bureau de tabac quand il est encore là. À condition qu'on n'interdise pas le tabac. Très bien. Alors, aujourd'hui, vous avez, si je sors un peu de ces 4 piliers et de ce que vous mettez dans ce livre, c'est de vous faire avoir. Vous avez d'autres convictions fortes sur les marchés, sur des choses à regarder spécifiquement? Oui, il y a quelque chose qui me paraît évident. J'en parle beaucoup en ce moment d'ailleurs, c'est depuis un certain temps, ça fait 2-3 ans, c'est que quand il y a eu la guerre Ukraine-Russie, les Européens ont décidé qu'ils ne voulaient plus acheter d'énergie aux Russes qui sortaient des pieds. Bon. C'est leur droit, moi. Je ne porte jamais de jugement de valeur, parce que celui qui porte des jugements de valeur, il se ruine toujours. Donc j'essaye simplement de rester aussi froid qu'un... À ce moment-là, les Russes ont dit flûte. Vous savez, quand vous regardez la carte, là, vous voyez que les Russes vendaient à l'ouest, dans l'Allemagne, et à l'est, à la Chine. Donc ils se sont dit, on va se retrouver en culotte courte, parce que si on vend qu'à la Chine, les Chinois, ils vont nous... Ils vont décider du prix, quoi. Ils vont décider du prix. C'est ce qu'on appelle, je crois, un monopsone. Quand il n'y a qu'un acheteur, c'est peut-être un petit peu mal. Donc, ce qu'ont dit les Russes, c'est on va faire des lignes de communication nord-sud qui vont descendre directement vers l'Inde. Et maintenant, elles sont finies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Inde, 1,4 milliard d'habitants, l'Indonésie, 270 millions d'habitants, le Vietnam, 100 millions d'habitants, les Philippines, 80 millions d'habitants, enfin ça fait du monde tout ça, ont accès à toutes les matières premières et à l'énergie qui viennent d'Asie centrale, de l'autre côté de l'Himalaya, qui était infranchissable. Et, à cause de ce qui s'est passé pendant cette guerre, le dollar a perdu son monopole de paiement pour l'énergie. Et c'était, si vous vouliez acheter de l'énergie avant... C'était en dollars, ils ont dit c'est fini. Ouais. C'est fini. Et comme vous le savez, l'économie, c'est jamais que de l'énergie transformée, c'est tout. Donc, pour la première fois dans leur histoire, tous ces pays vont pouvoir acheter leur énergie dans leur monnaie locale. C'est-à-dire qu'elles n'auront plus aucune raison d'avoir des réserves de change en dollars. Je pose, tous ceux qui nous ont écoutés, on va revenir là-dessus, mais sur ce que vient de dire Charles, qui est très important, parce que ça, on l'oublie toujours, l'économie, ce n'est que de l'énergie transformée. Donc voilà, et ça, quand on a pris ça, j'ai lu 1 ou 2 livres là-dessus, mais qu'on a bien pris ça en considération, en fait, ça change le prisme total de même votre perception de l'économie, de l'écologie aussi. Mais parce qu'évidemment, c'est aussi à celui qui est prêt à payer le plus cher son énergie. Oui. Alors en ce moment, c'est beaucoup de la tech, notamment, pour transformer cette énergie et pour en faire quoi. Et donc, il y a aujourd'hui des commodités qui sont, par exemple, la nourriture. C'est plus vraiment un enjeu, puisqu'il y en a trop pour la planète. Mais en revanche, il y a d'autres choses qu'on veut avoir. Mais s'il y en a trop pour la planète, mais si le prix de l'énergie venait à monter, une grosse partie de la nourriture vient des engrais, qui ne sont que de l'énergie transformée. Donc le prix des engrais monterait beaucoup et d'un seul coup, il n'y aurait plus assez de bouffe. Tout à fait. Donc, si vous voulez, c'est pas aussi simple que ça. Tant que l'énergie est bon marché, il n'y a pas de problème de bouffe, mais si l'énergie monte, on va avoir des problèmes de bouffe, c'est certain, quoi. Voilà. Et la façon dont je regarde les marchés, c'est que, par exemple, si vous craignez une grande baisse, mettons, de Wall Street, ce que je fais, c'est que je prends simplement le ratio entre l'indice Standard & Poor's, je divise par le prix du pétrole. Si l'indice Standard & Poor's monte plus vite que le prix du pétrole, ça veut dire qu'on transforme l'énergie de façon productive. Je ne me pose pas de questions. Et si le prix de l'énergie se met à monter plus vite que le prix du pétrole, ça veut dire qu'on n'y arrive plus. Et à ce moment-là, on rentre dans ce qui s'appelle un bear market. Tous les grands bear markets dans l'histoire se sont passés quand l'énergie monte plus vite que la production. Ok. Donc, bear market, bull market, vous l'avez tous. Bull market, c'est quand ça monte très fort. Le bear market, c'est quand tout le monde a peur. Tout le monde peut, quand ça baisse 50, 60, 70%. Ok. Donc, si vous voulez... Le bull market, c'est quand l'énergie se transforme de façon profitable. Le bull, le taureau. Le taureau. Et puis l'ours, c'est quand le marché est incapable de se transformer de façon profitable. Et les grands bear market, le grand marché baissier de 72 à 80, qui a duré 18 ans, ce qui était bien. 8 ans Non, 8 ans. 8 ans, ça a duré. Ah non, le plus haut avait été fait en 66, donc de 66 à 80.
était long, eh bien, l'énergie est montée sans arrêt plus vite que le marché. Et on a perdu entre 90 et 95% de la valeur des actions. Ce qu'on appelle la crise pétrolière, donc l'énergie. Okay. Donc le vrai risque pour le marché des actions, c'est toujours l'énergie. Si l'énergie se met à monter de façon normale, ça fait 3-4 ans qu'elle traîne à $70 le baril, hein, c'est très bien. Mais si elle se mettait à passer à 100, à ce moment-là, vous commenceriez à avoir des trucs décalés partout. C'est super intéressant. Merci Charles. La question que je peux me poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas un moment où on va décorréler le prix de l'énergie du prix du baril? Parce que finalement, avec c'est ce qui se passe un peu en ce moment, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a à peu près 25% de l'énergie qui est du charbon, 25% qui est du pétrole, et 25% qui est du gaz. Et la part du gaz augmente à toute allure. Et les 25% restants, c'est le nucléaire et le nucléaire, les miroirs magiques, ces trucs-là. Et ça monte aussi. Dans ce 25%, il est en train de grossir, en revanche, ce dernier cas. Pas en pourcentage de la consommation. Et le gaz, le pétrole et le charbon sont quand même des cours qui se suivent plus ou moins ou pas du tout? Le pétrole, ça reste un petit peu le standard de valeur parce qu'il est très facilement transportable. Ok. Pour transporter le gaz, il faut des pipelines, c'est compliqué, ou des bateaux spéciaux avec des ports spéciaux, etc. Donc, celui qui est le plus fongible, c'est le pétrole. Il n'y a pas de problème. Donc, je prends un indice, plutôt le S&P 500. Ça fonctionne avec le CAC 40, je le divise par le prix du pétrole et je regarde la direction que ça prend. Voilà, vous prenez la dérivée première et ça vous donne la direction. Ça existe, ça, Je veux dire, il y a des endroits où c'est suivi depuis longtemps, où on voit des courbes? Ouais. Moi, j'ai tout ça dans tous mes trucs, c'est que je montre à tous mes clients tout le temps. Oui, j'ai ça. Je fais depuis des années, donc je sais pas si les autres le font, d'ailleurs, je m'en fous. Et la tendance, elle est comment, là, en ce moment? Aujourd'hui, c'est favorable à l'économie, c'est pas favorable au pétrole. Ok. Mais par contre, dans tous mes portefeuilles, j'ai mis à peu près 10 à 20% de valeur énergétique, parce que c'est de là que viendra le pied, et le PET. Et comme elles sont pas chères, je me dis, elles me donnent du 4, 5, 6% par an de rendement. Je me dis, c'est mon assurance. Si je touche du 6%, c'est mieux que du cash. Et puis, si le jour où ça va péter, ça va tripler, ça me permettra de... Donc, les valeurs énergétiques, c'est finalement... c'est le hedge. C'est le hedge, mais c'est ça. Et c'est donc du Total, du... vous achetez Exxon, Total... les gros... Et là, vous avez tous les EDF que vous voulez. Hein. Et ceux-là, ils sont pas chers en ce moment? Non, c'est pas cher, non. Qu'est-ce qu'on a d'autre de pas cher, selon vous, en ce moment? Imaginez, continuons le raisonnement maintenant. Si tous ces pays-là ont accès maintenant à l'énergie payable dans leur monnaie, etc. Ils n'ont plus de contraintes du commerce extérieur. Ils n'ont plus de raison d'avoir des réserves en dollars pour se payer du... Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Après la crise asiatique, là, en 1997-98, l'Asie a fait faillite un peu. Et ce qui s'est passé, c'est que le Fonds monétaire international est allé là-bas. Et le but de toutes les politiques économiques en Asie depuis 25 ans maintenant, c'était de plus jamais revoir le FMI. C'est tout. Donc, ils ont suivi des politiques pour dégager des excédents, des comptes courants en dollars qui mettaient en réserve de façon à jamais revoir le FMI. Ce qu'on fait quand le FMI passe chez vous, la Grèce, ils aimeraient bien ne plus jamais revoir le FMI aussi, je crois. C'est à peu près la norme. C'est des gros incompétents. Ce qui pourrait nous arriver un jour. Oui, ce qui pourrait nous arriver. Non, parce qu'on est trop gros. Okay. On est beaucoup trop gros. Le FMI, il a quoi? 70 à 80 milliards de dollars de capital. Ok. 3 000 milliards de dettes, même pas, quoi. C'est même pas pour rigoler, quoi. Ils nous paieraient un jour, quoi. Donc, on est beaucoup trop gros pour le FMI. Et donc, ce que ces gens-là ont fait, c'est qu'ils ont développé une épargne surabondante. Donc, ils ont cru beaucoup plus bas qu'ils n'auraient pu croire. Donc, ils ont fait des excédents d'épargne. Alors qu'ils ont bien cru, quand même. Hein. Oui, ils ont bien cru, mais moins qu'ils auraient pu. Et ces excédents d'épargne, ils les ont mis chez nous. Donc, nous, notre déficit d'épargne, les déficits budgétaires, ils ont été financés par les pays asiatiques. Mais maintenant, s'ils commencent à plus avoir besoin de dollars, parce qu'ils vont commencer à gérer leur capital pour augmenter la rentabilité du capital investi chez eux. C'est-à-dire que ce que j'essaie de dire, c'est que pendant 25 ans, ils ont suivi des politiques mercantilistes pour avoir des dollars qu'ils mettaient en réserve pour éviter un pet. Oui. Maintenant, ils peuvent suivre des politiques ricardienne de meilleure utilisation du capital. Ils n'ont plus besoin de l'extérieur, plus tant, en tout cas. Ils vont se mettre à faire du commerce entre eux comme des fous. C'est-à-dire qu'il va y avoir un développement inouï de tout le bassin autour de l'Inde. Donc on va plein vent sur l'Asie et sur l'Inde. Plein de feu sur l'Asie. Mais à partir du moment où ils investissent plus chez nous, les taux d'intérêt réels vont monter énormément parce qu'on n'aura pas ces achats
d'obligations faites par les Qataris ou je sais pas qui. Et si les taux d'intérêt réels montent beaucoup, la France saute. Et ils ne peuvent pas ne pas monter beaucoup, puisque maintenant, ils ne vont plus mettre leur épargne chez nous. Donc ça veut dire que je suis à peu près certain qu'il faut avoir aucun contrat en Europe. Pour revenir à la notion de tout à l'heure. Puisque la monnaie dans laquelle vous placez votre contrat, si la monnaie va à zéro, ça vous fait une belle jambe d'être remboursé à zéro. Hein. Donc là, quand on dit aucun contrat, on peut quand même avoir de l'or. De l'or et des actions. Et des actions. C'est tout. Ce qu'il appelle le portefeuille turc. D'accord, donc on arrête là, sur les 4 piliers tout à l'heure, on arrête le cash et l'obligation, si on y est dans cet univers. Et acheter des actions là-bas ou des portefeuilles d'actions là-bas en Inde. Vous pouvez faire ça très bien. Ok, du cash... Là, dans les années qui viennent, par exemple, si vous avez fait un portefeuille permanent sur la Chine depuis 10 ans, vous avez fait du 5,5% réel en yuan, qui est monté par rapport à l'euro de 25%. L'Inde, c'est un gros délire. Hein. L'Inde, il va se passer beaucoup de choses. On l'a un peu sous-estimé depuis pas mal de temps. Oui, il va se passer des choses énormes. Mais la vraie idée qui me paraît la plus forte, c'est le monde que je décris. Il y a un monde qui a 2 caractéristiques. Il n'y a plus de transport maritime. Tout se passe par la terre. Ok. Ça veut dire que les 12 porte-avions américains, ils servent à rien. Donc, les États-Unis, tout le monde s'en fout. Ils n'inquiètent plus personne. Donc c'est déjà une nouvelle importante. Et la deuxième chose qui va se passer, qui est tout aussi évidente, c'est que vous allez avoir une espèce d'alliance qui est en train de se faire d'ailleurs, entre Moscou, Pékin et Delhi. Si vous voulez, Pékin, ça va vous fournir l'épargne et tous les biens d'investissement dont vous pouvez avoir besoin, parce que ça y est, ça se fait. La Chine, ça va vous fournir le travail. Ils sont 1,4 milliard et qu'ils sont plutôt bien formés et tout. Et la Russie va vous fournir la matière première. Et tout le recyclage financier entre ces trois zones ne se fera plus par Wall Street. Comme ça devait passer par le dollar, c'est des Wall Street, ça va se passer par Hong Kong. Ok. C'est-à-dire que dans 20 ans, la place financière du monde, la plus importante, ça sera Hong Kong. Et alors si aujourd'hui j'écoute Charles Gave et que je me dis il a raison et moi j'y vais plein feu, plein vent dans cette direction, go Est plutôt que go Ouest, est-ce que quelque part j'entretiens pas quelque chose politiquement qui fait que je vais non, je vais pas les aider plus que ça avec mes milliers, dizaines de millions, ils s'en foutent. Est-ce que vous voulez continuer à aider des gens qui sont des voleurs en France et qui ont ruiné la France à la place de donner des gens qui viennent utiliser le capital en Inde, en Chine ou même en Russie? C'est ça la question. La question, si vous voulez, moi je dis ça, c'est une question kantienne que vous posez, c'est il n'y a que vous qui pouvez prendre cette décision. C'est sûr, il n'y a que nous. Après, c'est vrai que... C'est un niveau individuel. Je ne veux pas qu'on rentre dans un épisode politique. Mais je vous arrête tout de suite. Ouais. C'est que nos gouvernements vont nous empêcher de le faire. Donc il vaut mieux le faire avant qu'ils vous l'interdisent. Non, parce qu'après, si on veut parler de voleurs, je ne pense pas qu'on ait grand-chose à envier du côté de Vladimir Poutine ou du côté même du Parti communiste chinois. Le Parti communiste chinois, vous savez, moi j'ai vécu... quand je suis arrivé en Canton pour la première fois il y a 30 ans, 35 ans, par là, il n'y avait qu'un hôtel, qui était un ancien hôtel qui datait de la période coloniale. Il y avait 4 étages, et puis vous ouvriez les fenêtres le soir. Il était noir, il y avait un bruit pas possible, parce que les Chinois sont bruyants. La bruit, pendant la nuit, ils n'arrêtent pas de bosser. Donc, et puis vous allez en Canton aujourd'hui, c'est Las Vegas, quoi. Non, mais ça, c'est sûr. Donc, si vous voulez, quand vous voyez la façon... les Chinois ont transporté 500 millions de personnes de la campagne à la ville, sans aucun accroc. C'est un fait, c'est vrai. Non, mais donc, après... si vous voulez, la façon dont ils ont géré la Chine est tout à fait remarquable. C'est vrai, après, il faut en parler avec Jack Ma. Il ne doit pas être d'accord sur toute la lignée. Jack Ma, il a fait une énorme fortune, et puis il a commis une erreur monstrueuse, c'est qu'il a fait une déclaration publique à Shanghai, lors d'un congrès, que les Chinois géraient leur monnaie comme des clampins. Bon, il est allé se faire rééduquer 6 mois en Sibérie orientale, mais il a cassé quelques cailloux, mais... Vous savez, la notion de liberté de la société confucéenne n'est pas du tout la même. Vous avez 3 libertés dans la société confucéenne. La liberté sociale, vous élevez votre famille, vos enfants, on vous fout la paix, vous les mettez dans des écoles. La liberté économique, vous achetez, vous vendez, etc. Vous l'avez presque complètement en Chine aussi. Et puis la liberté politique. Et quand Lee Kuan Yew a pris le contrôle à Singapour, ils étaient en état de famine, c'était dans les années 50. Le niveau de vie était à peu près la moitié de celui qu'il était en Algérie à l'époque, c'est pour vous dire que c'était pas brillant. Ça s'est pas amélioré en Algérie, ça s'est amélioré chez eux.
Et il a dit, écoutez, vous avez la liberté sociale totale, liberté économique totale, la liberté politique, on se revoit dans 40 ans, parce que j'ai autre chose à foutre. Et donc, moi je soutiens, ayant vécu à Hong Kong, etc., que j'étais beaucoup plus libre à Hong Kong que je ne suis en France, puisque je n'ai aucune liberté économique, aucune liberté sociale et aucune liberté politique, parce que si je vote pour interdire la Constitution française, la Constitution européenne, j'y ai droit quand même. Mmh. Donc exactement, à quoi ça sert votre fameuse démocratie? On n'est plus en démocratie en France. Il y a longtemps qu'on en est sorti. C'est vrai que c'est un autre débat, mais qu'on va pas faire aujourd'hui, parce qu'en plus on arrive au bout de notre épisode, mais je trouve ça intéressant. Moi, si je dois résumer, et vous allez me dire si vous êtes d'accord, finalement, on a la partie un peu safe, c'est-à-dire si je veux la jouer sécuritaire, je prends l'ancienne règle, je prends ces 4 piliers, action, or, cash, obligation, on achète, cessez-vous de vous faire avoir, et puis vous l'expliquez bien, on suit Charles Gave sur les réseaux sociaux. Et vous les mettez dans des pays où il n'y a pas de doute sur la monnaie, c'est-à-dire que vous le mettez plutôt en Chine ou en Suisse. Voilà, et si je suis un peu plus boule, je me dis, bon, je vais quand même faire un peu d'or, pourquoi pas un peu de crypto aussi, de Bitcoin d'ailleurs, le cash, les obligations, ou alors je vais sur du cash d'un pays dont on a parlé, les obligations, je mets ça de côté, et je me mets sur des actions plutôt en Asie. En Asie. Je peux garder un peu de France. Ou qui vendent en Asie. Ou qui vendent en Asie. Parce que par exemple, s'il y a un boom absolument extraordinaire de l'infrastructure en Asie ou en Inde, vous pouvez être certain que Air Liquide et Schneider vont gagner de l'argent, mais gros comme elles, ça va être un boom absolument extraordinaire pour elles. Voilà. Donc vous n'êtes pas du tout obligé. Vous pouvez avoir un portefeuille purement français pour jouer le développement de l'Inde. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher le valeur indienne. Super intéressant. Ok, voilà. Donc, voilà, chacun se fait, comme à chaque épisode, sa politique d'investissement à la fin de la martingale. Le point important, c'est que c'est vous qui devez gérer votre épargne. Parce que si vous la confiez à un institutionnel français, il va vous mettre 60% en actions françaises dans lequel il y aura les banques et toutes les saloperies, et il vous mettra 40% en obligations françaises, vous perdrez tout votre capital. Parce qu'il y est forcé par la loi. Donc, si vous voulez, vous devez vous sortir du carcan légal de la France pour gérer votre épargne, sinon vous êtes cuit. Très bien. Et ben voilà, c'est pour ça qu'il faut le faire légalement. Il faut le faire légalement, il faut être averti. Il y a plein de choses à faire. Faut s'y prendre très tôt dans la vie. Ça, c'est important aussi. Parce qu'on l'a vu, en fait, sur les 4% par an, les 6% par an, les 8% par an sur cette règle des 72, et ben, ça change tout en 12 ans, 14 ans. Et surtout, au bout de 30 ou 40 ans, ça vous changera complètement tout. Et vous ne dépendrez pas des négociations sur les retraites qui se passent en France et qui sont du dernier grotesque. Quoi. Vous avez fait de l'IMO un peu, Charles? Moi, l'immobilier que j'ai, c'est toujours de l'immobilier dans lequel je vis, où je travaille. Parce que l'immobilier, si vous voulez, c'est... Moi, ce qui m'intéresse, tous les portefeuilles que je fais peuvent être liquidés dans la journée. Ils sont complètement liquides. Intéressant. Tandis que l'immobilier, liquidé dans la journée... Non. Ce qui est intéressant, c'est l'effet de levier, ça fonctionne. L'immobilier, vous pouvez prendre de la dette pour acheter l'immobilier. Quand on vient de nulle part et qu'on n'a pas d'argent, juste qu'on en gagne, ça peut être notamment pour les employés, les gens qui ne sont pas entrepreneurs, un drôle de moyen de s'enrichir. Voilà, ils peuvent faire ça. Mais je tiens à rappeler quand même à ceux qui nous écoutent que j'étais en 73 à Beyrouth et que c'était l'immobilier le plus cher du monde. Je pense que ça ne doit plus valoir grand-chose, en effet. Je crois pas. Mais par contre, c'est peut-être une bonne idée d'en racheter maintenant. Ni la monnaie libanaise, d'ailleurs. La monnaie ne vaut plus rien. C'est quoi la monnaie au Liban? Je ne l'ai pas. C'est la livre libanaise. Ok, oui, en effet. Allez, on va aller tous plein feu sur le Liban aussi. Acheter de l'immobilier à Beyrouth aujourd'hui, ça me paraît une bonne idée. Parce qu'avec cette immense croissance qui va se passer, qui va partir de la Russie pour arriver jusqu'à l'Indonésie, Beyrouth est idéalement placé pour être un centre financier pour ça aussi. Très bien. Pas trop près du port, quoique le port il a déjà explosé, donc maintenant c'est bon. On va prendre les bonnes. Je dis sans rigoler, ce sont des événements dramatiques, mais voilà. Charles Gave, on vous suit sur les réseaux sociaux, vous êtes présent un peu? Ouais. J'ai mon Instagram. Un premier nom, c'est plutôt YouTube, qui s'appelle Institut des Libertés, mais c'est repris partout. Et puis ensuite, on a monté cette université de l'épargne, sur laquelle vous pouvez brancher aussi. Ça coûte, je crois, 300 € par an, ou un truc comme ça. Est-ce que vous feriez un prix pour les auditeurs de la Martingale qui viendraient de ma part? Vous pouvez toujours demander des prix, bien sûr. Avec la Martingale, vous venez avec le code, vous venez de la part de Mathieu Stéphanie, et puis vous aurez sans doute un prix. Voilà, vous aurez sans doute un prix. Et ce qui se passe, c'est que là, on donne des cours qui restent... et on explique aux gens comment le faire dans la pratique, quelles sont les grandes tendances, etc. Et on a 2 cours par semaine.
Super. Voilà, on verra avec vos équipes si on peut avoir un code martingale pour avoir au moins un prix sur la première, un prix que vous n'avez jamais fait ailleurs. 20-30%, quelque chose comme ça. Ça, il faut que Moi, je suis pas le chef là-dedans parce que je suis ainsi fait que je suis le chef nulle part. Dans mon vraie société qui s'appelle GAFCAL, le chef, c'est mon fils. Okay. Et dans l'Université de l'Épargne et l'Institut des Libertés, c'est ma fille. Alors, c'est pour vous dire si... On va négocier avec les enfants Gav ardemment. Je suis sûr qu'ils nous feront un super prix. Charles, vous avez une petite martingale à vous, un petit péché mignon d'investissement, quelque chose dont on n'a pas parlé aujourd'hui, je sais pas, de l'art, des montres, des voitures, on a parlé de crypto, de choses peut-être un peu exotiques qu'on connaîtrait pas trop bien de vous. Non, moi j'ai un gros problème dans la vie. Un gros problème, c'est que j'aime beaucoup les cigares. Ah. Et que les cigares cubains, c'est hors de prix, comme vous le savez. Mais que le cigare, la nicotine, est un puissant stimulant du cerveau. Ok. Donc, si vous voulez mieux réfléchir, tapez-vous un petit cigare de temps en temps pendant que vous écrivez ou vous lisez, et ça va vous améliorer le cerveau de façon considérable. On aime ces épisodes politiquement non corrects, donc merci. Mais vous savez que les fumeurs de cigares vivent beaucoup plus longtemps que les autres. Je sais pas, je pense que ça faudra qu'on trouve les études, mais pourquoi pas. Ouais. Oui, non, mais c'est tout à fait prouvé. C'est simplement parce qu'ils sont beaucoup plus riches et donc beaucoup mieux soignés. Mais ça n'a aucun lien avec le cigare, c'est ça. C'est comme ceux qui boivent des bons vins, en fait, des très bons vins, voilà, des très grands crus. Je suis pas assez riche pour boire des saloperies. Très clair, c'est bien. J'ai bien aimé l'honnêteté sur le cigare. Bon, vous pouvez fumer, vous faites ce que vous voulez. Pas les cigarettes, c'est une saloperie. C'est vrai. Les cigares, c'est mieux. Très bien. Il n'y a pas de produits artificiels dedans, il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a que dalle. Le problème, c'est que ça pue les cigares pour les gens autour, quoi. C'est compliqué. Il faut aller fumer dehors. Ouais. On se fait pourchasser partout. Je me suis fait engueuler à New York, je fumais un cigare dans la rue, je me suis fait engueuler par une dame qui passait là. Ouais, mais à New York, ils engueulent tout le monde pour n'importe quoi, donc c'est sûr. Merci Charles Gave pour tout ça, c'est intéressant. J'aime bien avoir, moi, des avis tranchés sur la martingale et sortir aussi des sentiers battus. On l'a fait aujourd'hui et je trouve ça intéressant. On va suivre tout ça. C'est vrai que ce que je trouve intéressant, et vous l'avez rappelé, c'est qu'une bonne partie de ces investissements et de ces on va dire stratégies, on pouvait pas les mettre en place facilement avant. Il y a 30 ans, c'était impossible. Ouais, mais il y a même 10 ans, en fait, c'était pas si simple. Pas si simple. Maintenant, il y avait des problèmes énormes. Et puis les coûts de transaction étaient monstrueux. Ça vous coûtait 3% chaque fois que vous bougez. Aujourd'hui, ça vous coûte 10 €, 20 € la transaction, et puis hop. Et tout ça avec les ETF, la plupart de ce qu'on a dit aujourd'hui, ça se met en place sur des C'est-à-dire que vous avez, moi j'ai des portefeuilles, il y a 4 positions. Et qui sont parfaitement diversifiés. Et ça, c'est incroyable. Donc voilà, moi, j'ai parlé de certains de mes sponsors, mais j'ai découvert la possibilité de faire ça depuis quelques années, et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment fou. Ça revient à ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire que vous pouvez vivre en France et avoir votre pognon investi à un endroit où on le respecte. Tant qu'un jour, l'État français ne décide pas de saisir vos comptes. Mais bon, ça sera une autre paire de manches un autre jour. Allez, merci à vous tous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dialoguer. Je suis sûr que cet épisode fera parler sur le Discord et puis ailleurs. Partagez-le autour de vous. C'est intéressant et c'est important pour nous à la Martingale. Merci Charles Gave. Merci à vous tous. Merci et puis à la semaine prochaine sur la Martingale. Salut. Bisous.